Ouais, donc on vient de voir comment dans la diplomatie britannique, donc via un câble britannique, on met en avant Stephen Miller, qui est officiellement un conseiller de Donald Trump, que l'on connaît depuis, ça va être dur, que l'on connaît depuis évidemment, évidemment des années. C'est lui qui était déjà à la Maison-Blanche en charge de la politique de l'immigration lors du premier mandat. C'est lui qui est l'architecte de la décision de séparer les familles au niveau de la frontière. Ouais, c'était en 2017. Beau Il y a, gosse. il y a une vidéo extraordinaire de Miller en 2017 qui est en train de perdre tous ses cheveux. Comme quoi l'apparence est extrêmement importante. Vous le savez, tout ce qui est chirurgie esthétique, MAGA, Mar-a-Lago, le Mar-a-Lago style, etc., qui était venu faire une émission télé avec des cheveux. C'était pas des vrais. En fait, Non, ouais, il non, s'était peint j'ai le vu cette crâne. photo. Il Ah s'était là peint là. le crâne en noir. Tu peux nous rechercher la photo pendant Oui, qu'on s'il te parle. plaît, Cody. On la verra à notre moment. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est évident que dans ce que fait Stephen Miller, il y a un côté de frustration de cet étudiant. Il existe des vidéos Mm. il est né en Californie, lorsque il était Au lycée. étudiant. Ouais. Et c'est l'ancêtre des incels, c'est-à-dire que c'était le gars qui était rejeté par tout le monde, rejeté principalement par les filles. Et quelque part, on est en train de payer ça et il est en train de nous faire sa vengeance. Il y a donc ce formidable article qui a été publié par The Atlantic. Donc encore une fois, merci de votre soutien. La colère, et là on est dans la colère divine de Stephen Miller, donc se plonge avec de multiples témoignages dans les coulisses du gouvernement, de l'exercice du pouvoir par Stephen Miller, qui est extrêmement inquiétant parce qu'on va se rendre compte que Trump, c'est limite la marionnette qui est là juste pour construire son ballroom, récupérer des médailles de la FIFA, voir le prix Nobel de Machado dans quelques jours, aller à l'étranger, présider des cérémonies, et que dans la réalité, celui qui décide de tout ce qui est politique de Trump, donc du gouvernement américain, c'est Stephen Miller. Une des histoires qui est rappelée, je vous la dis là, peut-être on la verra tout à l'heure dans les sélections, je ne me rappelle plus si je l'ai sélectionné, c'est que pour que vous compreniez l'extrémisme de Stephen Miller, pendant la campagne, donc c'est aussi un des auteurs du projet 2025, ne jamais oublier ça, que le projet 2025, il était connu pendant la campagne, mais que les médias américains ne s'y sont pas intéressés, et qu'à chaque fois que Kamala Harris parlait de Donald Trump et du projet 2025, les médias américains étaient là, oh, arrêtez, Il il n'y a a pas de dit qu'il preuve. connaissait pas. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il a dit qu'il D'accord. connaissait pas. Il a dit qu'il Il nous l'a connaissait dit, il pas. nous assurait. Il a dit qu'il ne connaissait pas. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que dans la campagne de 2024, Miller voulait prendre encore une position plus radicale sur les étrangers. C'est lui qui est à l'origine du slogan Mass Deportation Now. Donc, c'est expulsion de masse maintenant. C'est déjà lui qui est à l'origine de ça. Et en fait, il voulait que les chiffres soient plus importants parce qu'il souhaite que, à part l'immigration nordique, de style nordique, Ah. si vous voyez, je veux dire, l'Europe du Sud ne l'intéresse pas, de style nordique où effectivement les Blancs d'Afrique du Sud, on rentre vraiment dans cette situation-là. Il a une vision où il faudrait que entre 20 et 30, voire 40 millions d'Américains ne soient plus aux États-Unis. C'est sa vision. Et Trump lui fait remarquer en lui disant Steven, on va quand même y aller doucement parce que c'est quelque chose qu'il voulait mettre en avant dans la campagne. Il était persuadé que c'était quelque chose qui allait être payant. Et Trump lui dit Steven, on va y aller doucement parce que si on t'écoute, les seuls Américains qui vont rester vont te ressembler. Et la réponse de Miller dit non, et pourquoi pas? C'est ce que je veux.
C'est ce que je veux. Ce qui veut dire par là, évidemment, c'est pas lui ressembler, mais moi j'espère, c'est que ça soit uniquement des blancs. Et donc, c'est de revenir, c'est lui qui est à l'origine de ce mouvement de dire il faut revenir sur le fait que le droit au sol, par exemple, dire il faut supprimer le droit au sol. Donc, non seulement il faut le supprimer dans un futur, en disant il n'existe plus qu'un enfant qui naît aux États-Unis devient américain, mais il faut le supprimer de manière rétroactive. Et il faut faire que des jeunes Américains qui sont nés ici de parents immigrants de pays qu'ils considèrent comme, je cite, une de ces expressions modifiées à la sauce française, le trou du cul du monde. Donc on entend Donald Trump il utilise ce terme de shithole, etc., etc. Ce sont des Américains virés. Ils ont leur papier, ils ont leur nationalité, mais il faut les virer quand même. Et donc c'est ce personnage-là qui est devenu une responsable de la politique américaine à tous les niveaux. Et qui a aussi une influence, je trouve que Trump ressemble moins à Miller que J.D. Vance. J.D. Vance reprend beaucoup de ces thèmes que Miller aime mettre en avant. Ils sont très proches. Ils sont très proches. Ils sont amis. Je pense à J.D. Vance qui avait fait cette interview de Fox là, récemment avec Jesse Waters, si on peut appeler ça en interview, où les deux étaient là à rire en disant que les États-Unis avaient un problème somalien, etc. Donc, c'est vraiment des propos qu'on voit à travers l'administration Trump et à l'avenir du mouvement MAGA. Oui, et une autre similarité entre les deux, c'est faites la recherche J.D. Vance femme et Stephen Miller femme et dites-moi si vous voyez un petit problème avec la politique qu'ils mettent en avant et la maison qu'ils ont, la famille qu'ils ont. Ouais, c'est aussi un point à explorer. Donc, on va rentrer dans cet article-là. Je vais essayer de le faire un peu plus rapidement parce qu'on a une énorme émission derrière. Et ce qu'il faut garder en tête, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces gens-là ont compris que le compte à rebours était déclenché. Il y a eu le 4 novembre. Et le 4 novembre, ça a été un choc. Ce qui est intéressant, on l'a vécu en direct, mais ça a été un choc pour la Maison-Blanche. Parce qu'à force de vivre dans une bulle, on est persuadé que finalement, le monde ressemble. Et du côté de la Maison-Blanche, Miller comme de Trump, on ne pensait pas que les Américains étaient aussi motivés à aller voter contre eux. On était persuadé qu'on allait limiter les dégâts dans certains États et qu'on allait en conquérir d'autres, comme le New Jersey, où finalement, ils ont perdu de près de 18 points. Ouais, il se pensait intouchable. Et donc, c'est pour ça qu'il gère directement. Alors, évidemment, tout ce qui est lié à l'immigration, ce n'est pas une nouveauté, c'est son bébé, l'immigration, les opérations de ICE, les constructions de centres de détention, etc., etc., le budget de ICE, tout ça, c'est lui. Et il a des réunions téléphoniques avec les responsables 6 jours sur 7 pour s'assurer qu'il y ait une accélération de cette politique. Donc l'accélération aussi de bavure, ça va être important pour la suite de l'émission, parce qu'il faut faire tout ça avant que Trump n'ait plus le pouvoir en novembre prochain. Donc, c'est lui qui a imposé non seulement ces chiffres de au moins 3000 arrestations par jour, c'est lui qui a décidé qu'il fallait engager, et on va y revenir, 10 000 agents de ICE ce mois-ci, avec cette espèce de surge où on a des situations comme à Minneapolis, où désormais, à Minneapolis c'est une ville jumelle avec St. Paul qui est à côté. Il y a plus, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des renforts de ICE qui sont arrivés. Il y a plus d'agents de ICE
à Minneapolis que ce qu'il y a de force donc de policiers dans la police de Minneapolis et Saint-Paul combinés. Ah ben c'est malade. C'est-à-dire, ce sont des chiffres énormes qui n'ont aucun sens. C'est une invasion. Et regardez, quand il vous parle de 3000 arrestations par jour, c'est quasiment fois 10 ce qu'on voyait en 2024. Ouais. Ce sont des chiffres impossibles à justifier. Donc, ça, c'est un des premiers aspects. Et on voit dans cet article qui nous explique qu'en fait, c'est Miller qui était le responsable de la décision de Trump de capturer Maduro. C'est Miller qui a convaincu Trump d'aller capturer. On reprend cette citation de Miller lorsqu'il est passé sur CNN en disant « On est un super pouvoir ». Et ce qui va changer maintenant, c'est qu'on va agir comme ce super pouvoir. Personne va oser se mettre contre la force militaire américaine. On va utiliser cette force-là. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que maintenant, avec Miller derrière, du côté de Trump, on est convaincu de ça. On est convaincu, c'est la grosse différence par rapport au régime totalitaire à travers l'histoire, y compris la montée du nazisme, c'est qu'on est aujourd'hui avec une utilisation, ou en tout cas une menace d'utilisation de l'armée par le premier pouvoir militaire au monde. La première armée au monde, ce sont les États-Unis. Vas-y, on continue ce portrait de Miller dans Vie Atlantique. Et donc, on nous explique que finalement, on pense beaucoup à l'immigration, mais ça ne s'arrête pas là, que c'est le véritable Premier ministre de Donald Trump et qu'il est impliqué dans toutes les décisions de la Maison-Blanche. Tout passe par lui. On voit aussi bien une réunion sur le prix du bif que ce qui est évidemment la sécurité, mais aussi le trade, donc les tarifs, etc., etc. Parce que dans le monde de Miller, les Blancs sont menacés. C'est une guerre de civilisation auquel nous sommes en train de vivre. Ce sont les mêmes thèmes défendus par J.D. Vance, par Musk ou par l'extrême droite en France. Et que donc, dans cette guerre-là, tout est interconnecté. Et qu'il faut une seule politique. La politique qui va être utilisée ici, c'est de sauver l'Amérique et de sauver l'homme blanc. Et que tout le reste doit servir à accomplir ce but-là. Et quand tu nous parles de est-ce que c'est vraiment Trump le président ou Miller qui influe tellement la présidence, regardez comment on nous révèle aussi qu'il écrit lui-même plusieurs executive orders pour que Trump les signe. Ouais. En disant, voilà, monsieur le président, ce qu'on devrait faire pas comme loi, mais comme executive order tout de suite pour influencer la présidence. Ouais, et cet extrait m'a rappelé le deuxième mandat de Ronald Reagan, où on sait qu'il était malade avec Alzheimer. Ouais. Et on savait qu'il y avait un contrôle de Reagan par son entourage, mais pas à ce point. Et après la présidence, on a vraiment découvert ça, que du côté de l'entourage de Reagan, on le savait complètement malade, plus en position de prendre aucune décision, mais c'était quelqu'un d'extrêmement populaire. Et donc, on l'a utilisé pour mettre tout ça en cours. Le début de Bush. Et Miller, qui écrit les executive orders qui sont signés ensuite par Trump, il y a ce niveau-là, ce niveau en permanence. Et c'est pour ça que souvent, petite parenthèse, on se demande, vous demandez dans le chat, et nous aussi on en discute souvent, c'est mais comment Trump peut accepter de faire ça? Comme par exemple la semaine prochaine, on verra, mais possiblement accepter le prix Nobel de la paix. Comment la Maison-Blanche peut le laisser divaguer sur son budget, sur son beautiful ballroom et ne rien faire par rapport à ça, alors que mais parce que l'idée, c'est d'occuper Trump avec des choses qui l'intéressent. Il adore être là, la prochaine étape, le Kennedy Center, mais la prochaine étape, ce sont les terrains de golf de Washington qu'il veut désormais gérer. Donc ça, ce sont des projets qui lui plaisent, qui nécessitent son attention. Et pendant ce temps, derrière lui, alors est-ce que Trump est complètement conscient ou pas? On n'en sait rien, mais
est-ce qu'on est dans le modèle Reagan à 100% ou à 10%, 20%, 30%? Vous connaissez les problèmes de Donald Trump. Et donc, pendant que Trump fait tout cela, derrière, on est en train de redessiner l'Amérique et de redessiner le monde. Oui, et Trump est devenu ce Autopen qui non, mais il critiquait Biden pour exactement ça, en disant que c'est pas Biden qui prend les décisions, qu'il y a le deep state derrière lui et que c'est signé sans l'accord de Joe Biden. Et c'est quoi la différence? Que maintenant, c'est lui qui met le Sharpie sur l'executive order? Ouais, mais tu sais, tout est projection aussi dans Trump. Hein. À À chaque fois qu'il accuse quelqu'un de faire quelque chose, c'est de la projection. C'est une faiblesse qu'il a lui-même. C'est de la projection. Et donc, on revient que finalement, et cet article est fou de Vie Atlantique, ce sont que quelques extraits. Je vous invite à le lire. D'ailleurs, je vais voir si j'ai la possibilité gratuitement de vous proposer un extrait, comme je le fais de temps en temps, de vous offrir un extrait sur un des chats de Maintenant Média, parce que vous devez aller le lire pour comprendre ce monde-là. Et donc, on revient sur tout ce qui a été politique étrangère, et pour dire non, c'est pas XF. XF, lui, fait ses tournées. Il est en tournée en ce moment. J'ai vu ça l'autre jour. Il fait et ça s'appelle Tour. Donc, c'est la tournée des stocks de munitions à travers les États-Unis. Où, en fait, on est juste pour faire de l'image. On appelle ça les stocks de munitions de la liberté. Il va aller les inspecter, c'est ça? Exactement. Ouais. Et il les inspecte, ou il fait des démonstrations, il va faire des push-ups, des pompes. D'accord, et à chaque fois, j'imagine, il nous donne un discours où il nous rappelle qu'il a un livre à vendre. Exactement. Etc. Donc, XF fait ça. Rubio, lui, a un seul objectif, c'est Cuba. Je vous rappelle que ce matin, Donald Trump a posté un message sur Truth Social, en gros, en disant à Cuba, ça peut se passer de deux manières. We can do this the easy way. We can do this the hard way. Exactement. Donc ça, c'est Rubio qui veut absolument. Il a vécu un traumatisme enfantin. Donc grâce à Trump, il est en train de gagner ce traumatisme familial. Et Miller, c'est lui qui décide. Et dans cette partie de cet article, vous voyez que non seulement il est responsable de toutes les décisions en termes de politique étrangère, mais on revient au Signalgate qui avait été révélé par The Atlantic parce qu'un des journalistes avait été invité, de voir que c'était Miller qui avait pris la décision des frappes. Et il les avait imposées à XF, il les avait imposées à Rubio, mais aussi à J.D. Vance, qui faisait partie. Il ne voulait pas aider l'Europe, etc. On s'en rappelle dans ce message-là. Et c'est Miller qui avait dit non, on va le faire. On va le faire. Donc, c'était lui qui avait pris la décision. C'est l'homme le plus puissant de Washington. Sûrement plus puissant que Donald Trump aujourd'hui. C'est extrêmement inquiétant de le dire comme ça. C'est intéressant à voir parce qu'on ne pouvait pas imaginer que l'influence de Miller dépassait ce qu'on voyait sur les migrations, sur ce genre de choses-là, mais de voir qu'en fait, il est impliqué sur tout. Et c'est même Caroline Leavitt qui dit à la fin, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où on parle de quelque chose. Donc, Policy Matters, c'est n'importe quel sujet de la politique. Et Trump lui-même dit, il est où Steven? Il faut lui dire d'aller faire ça. Exactement. Et donc, c'est lui qui fait tout. Mais même des choses... Trump n'est pas content parce qu'il y a des campements à Washington. Et Miller dit, je vais m'en occuper. C'est moi, des campements de SDF. C'est moi qui vais m'en occuper. Je vais mettre la politique en place pour que l'on vienne débarrasser les lieux. C'est devenu le pouvoir à Washington. Qui a remplacé Bannon fois 5, quoi. Ah oui, non. Jamais personne a eu autant de pouvoir. Et regardez cette mise en garde d'un sénateur républicain, c'est pour ça que je vous l'ai mis, d'un ancien sénateur républicain, Jeff Flake, qui dit que ce qu'il est en train de faire, c'est de changer la nature de ce que nous sommes comme pays. Et c'est
Les opérations de ICE, on va revenir sur Minneapolis, et on va revenir sur les manifestations dans tout le pays. C'est exactement ça. C'est la volonté de Miller de changer la fabrique des États-Unis. On ne veut plus du melting pot, on ne veut plus de politique migratoire ou alors uniquement des Caucasiens. Et donc, on met une politique sur le terrain et Trump la valide. Dernier extrait. C'est une conférence, une confidence d'un allié qui fait partie de l'administration de Trump, qui dit que en fait, la personne qui est la plus proche de la personnage historique qui est le plus proche de ce que fait Miller, c'est Heinrich Himmler, qui était le numéro 2 du régime hitlérien et qui a été l'architecte derrière la solution finale et l'Holocauste. Ça, c'est les amis de Miller qui le décrivent comme ça. Ouais. Qu'est-ce que voilà. Ce sont pas les ennemis, tu fais bien de le... Les amis, les alliés de Miller qui disent que voilà, il est difficile à gérer et qu'il est en fait un peu notre Himmler aujourd'hui. Non, voilà. Frisson. Ce sont des frissons, mais je voulais depuis un moment faire ce portrait-là. Encore une fois, si vous êtes sur maintenentmedia.com, si vous faites partie au moins des amis, je vous partagerai le lien pour aller lire cet article-là. Il y a l'option pour le traduire automatiquement en français. Vous verrez, c'est une lecture essentielle pour comprendre le Groenland, pour comprendre le Venezuela, pour comprendre Cuba, pour comprendre peut-être demain le Canada. C'est le véritable centre du pouvoir à Washington, c'est Stephen Miller. À tout de suite. Stephen Himmler.